Le cinéma s'est emparé dès ses origines de la figure de l'extraterrestre, comme de la question du contact, de l'impact qu'aurait celui-ci avec la population, faisant apparaître tour à tour les aliens comme parés de toutes les fonctions même de l'altérité, cauchemardesque, apocalyptique ou bienveillante. Les extraterrestres du cinéma sont un facteur pouvant assouvir son penchant inavouable pour l'occulte et les phénomènes inexpliqués. Mais c'est surtout l'occasion de montrer d'autres modes de pensée, par exemple plus neutres pour critiquer les humains ou une partie d'entre eux. Figure incontournable de la science-fiction, l'extraterrestre nous terrifie, nous fascine. Il peut être le visiteur gentil, celui qui nous apprend et nous fait progresser, mais aussi l'agresseur méchant qui ne pense qu'à nous conquérir et nous exterminer. L'extraterrestre finalement, c'est l'autre. Il est par définition celui qui n'habite pas sur Terre. L'extraterrestre pousse l'homme à s'interroger sur ce double qui lui ressemble. Des dieux grecs, aux anges et aux génies de la lampe, l'homme a toujours eu besoin de donner un visage à ceux qu'il ne connaissait pas. Il existe deux types d'extraterrestres. Dans la science-fiction, le gentil tout d'abord. Il est de taille d'un enfant, pointe son doigt vers le ciel en disant « Maison, E.T. téléphone maison ». Parfois, il cherche à communiquer, vous regarde avec ses grands yeux mouillés et vous montre ses mains pour prouver qu'il n'est pas armé. Il est tombé sur terre par hasard ou contrepartir de sa gentille visite de courtoisie. Le méchant, quant à lui, vient exprès vous envahir. Il vient s'installer chez vous sans que vous ayez votre mot à dire, sans prévenir, provoque des dégâts incroyables et la panique. Deux possibilités existent. Soit celle que nous sommes seuls dans l'univers, soit celle que nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Mais si Hollywood savait, et si le cinéma n'était simplement pas qu'une usine à rêves et à argent, mais également un médium utilisé par des initiés pour lever le coin du voile et nous faire toucher du doigt une autre réalité au travers d'images et de dialogues. Depuis la réalisation du célèbre film de science-fiction Rencontre du troisième type, à aujourd'hui, avec pour exemple la réussite cinématographique de Signes, Interstellar, Passengers ou encore Avatar, notre imaginaire nous emmène dans des scénarios dignes de simulation réelle en cas d'invasion, d'exploration ou de cataclysme planétaire. Le dernier opus de la saga Alien, réalisé par Ridley Scott, par exemple, se déroule dans un système à 5 planètes où se produit une éruption stellaire, qui n'est pas sans rappeler le système Trappiste 1, découvert par des astronomes. Alors, science-fiction ou réalité ? Pour exemple, en termes de technologie, l'univers des films futuristes des années 70 à 80 a conditionné le design des innovations dont nous nous servons aujourd'hui. Mais la réalité rattrape la fiction, et de plus en plus vite. De nombreuses inventions issues de films sont aujourd'hui inscrites dans notre quotidien, ou en passe de l'être. Écran tactile ou transparent, domotique ou encore nanotechnologie. Quelles sont les inventions des films qui ont bercé notre enfance que nous utilisons aujourd'hui ? Et si la science-fiction, d'autrefois, a inspiré le design d'aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain ? Et surtout, qu'en sera-t-il de l'exploration spatiale ? Ou encore, d'échanges entre notre civilisation et une autre extraterrestre ? À la sortie du film iRobot, le robot humanoïde n'était qu'un fantasme, ou peut-être une crainte. Aujourd'hui, seulement 8 ans plus tard, Roméo, cette intelligence artificielle au design similaire à celui du film, est représentée par Aldebaran Robotique. Les ressemblances entre les deux sont frappantes. Mais Roméo n'est pas le seul à faire ses premiers pas. Nao, Asimo ou encore Sophia sont désormais sur le devant de la scène, devenant de plus en plus intelligents et performants. Les écrans tactiles font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, du smartphone aux montres connectées, en passant par des bornes de retrait ou encore des arrêts de bus. Se passer de cette technologie semble aujourd'hui impossible.
Cette invention a été pensée par différents films et séries, notamment Star Trek. Dès 1966, la série a montré sa conception du téléphone portable et de sa tablette en 1987, soit plus de 10 ans avant les premiers prototypes. On peut donc légitimement se poser la question. Sans le design singulier de ces films, aurions-nous des téléphones et tablettes de cette taille et de cette forme ? Et s'ils avaient eu des tablettes, nos parents auraient-ils ressemblé à l'officier Picard ? La science-fiction ne s'est pas arrêtée à cette simple tablette. Des films comme Minority Report nous ont présenté des écrans transparents. De même, dès le premier épisode de Star Wars, nous pouvions voir des visioconférences par hologramme. Ces technologies ne sont certes pas encore présentes dans notre quotidien, mais en poursuivant cette tendance et la reproduction de l'univers de science-fiction, on peut penser qu'elles arriveront bientôt. Leur design sera-t-il alors influencé par les films d'aujourd'hui, tout en sachant que le monde se porte de plus en plus vers la digitalisation. Nous construisons en ce moment même des villes connectées où tout est contrôlé, filmé, mesuré. Lors de la sortie du film Minority Report, un écran transparent, immatériel et modulable paraissait utopique et irréalisable. Depuis, le concept a été repris dans d'autres films, comme Iron Man, et s'invite discrètement dans la réalité. Bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés à cette technologie exacte, comme nous avons pu le voir dans les cas précédents, mais on s'en rapproche et l'on continue à s'en inspirer. À l'instar de l'écran transparent de Samsung, on peut donc penser qu'en mixant cette technologie à d'autres, comme l'écran pliable, ce type d'écran sera disponible d'ici peu. Je souligne que je ne fais aucun placement produit dans cette vidéo. De nombreux films comme le film d'animation Wall-E montrent le futur de l'humanité comme des êtres peu actifs, se déplaçant et s'alimentant grâce à la technologie, ne faisant plus aucun effort physique. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Mais on peut voir un lien fort entre ces films catastrophes et l'arrivée de nouveaux moyens de locomotion comme le Segway, où aucun effort n'a besoin d'être fait. Serions-nous en train de nous rapprocher de ces dystopies en voulant suivre la science-fiction ? Quand il fallait auparavant des décennies pour mettre en place ce que l'on admirait au cinéma, ce délai est aujourd'hui réduit à quelques années, voire quelques mois. Ce rapprochement temporel entre imagination et réalisation nous amène donc à nous questionner sur l'avenir du design, comme de la science-fiction. Science-fiction et design sont-ils destinés à travailler ensemble ? Allons-nous vivre dans un monde de science-fiction où tout ce qu'on imagine est immédiatement créé ? Ou au contraire, l'imagination de la science-fiction va-t-elle s'appauvrir et ne plus rien inventer qui puisse être réalisé ? Par extension, si c'est le design qui devient la source d'inspiration des films, s'agira-t-il de la fin de la science-fiction ? Aurons-nous un jour des voitures volantes qui se transformeront un jour en soucoupe ? Depuis une vingtaine d'années, des films de science-fiction principalement américains mettent en doute l'existence de la réalité telle que nous la percevons et interrogent la place de l'homme dans l'univers. L'utilisation de la science-fiction pour raconter ces histoires apparaît comme le moyen adéquat pour ne pas sombrer dans le fantastique, le merveilleux ou la folie. Dans ces histoires, en effet, il n'y a pas de Dieu, ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y a aucune sortie de secours. Le héros ne reviendra pas à la vie normale. Il ne s'éveillera pas d'un cauchemar pour revenir à sa vie d'avant. Le spectateur doit adhérer à l'univers du réalisateur s'il veut continuer à se projeter dans le héros du film, et à avoir encore une emprise sur l'univers déformé qui l'entoure. Il doit faire un choix entre le héros et le décorum, entre la liberté et la solitude du héros, d'une part, et la douce et chaude illusion de l'autre. Tous les spectateurs n'apprécient pas ce genre de films. Tous ne les comprennent pas. Il est vrai que ces films sont souvent des scénarios catastrophes. Le tragique n'admet pas souvent le sens de l'humour. Alors, que penser à ce stade de notre enquête? La SF est-elle au service de la réalité ou est-ce l'inverse? L'argument développé et s'inspirer de la science pour créer de la fiction boucle-t-il d'ores et déjà cette étude? Au terme de ces analyses, nous pouvons donc conclure que la science-fiction est un peu la prédiction de notre avenir. Mais alors, à quand notre rencontre du troisième type? Deux possibilités existent, comme je vous l'ai dit précédemment, soit celle que nous sommes seuls dans l'univers,
soit celle que nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont vraiment tout aussi effrayantes. Peu de personnes veulent y croire, mais il arrive à la science-fiction d'être visionnaire, pour notre grand plaisir. Quel rêve ce serait de fermer les yeux sur Terre et de les rouvrir une fraction de seconde plus tard sur Mars, alors que plusieurs mois se seraient écoulés entre les deux battements de cils. On espère vraiment que les scientifiques vont continuer d'étudier la question, et surtout que les auteurs de science-fiction continueront d'inventer des histoires scientifiquement crédibles. Seriez-vous prêt à dormir plusieurs mois ou années pour atteindre une autre planète? Seriez-vous prêt à quitter toute une vie, vos biens, vos proches, pour un voyage vers l'inconnu, peut-être immaculé de toute trace humaine? Ou peut-être pas. Imaginez-vous quelques instants un univers grouillant de vie, où l'être humain ne serait plus la seule espèce intelligente. À quoi ressembleraient ces extraterrestres? Pourrions-nous communiquer avec eux, comprendre leur forme d'intelligence? Quant à eux, quelle serait leur réaction face à l'espèce terrienne violente et dangereuse? D'un simple coup d'œil, ils jugeraient peut-être que nous ne sommes pas dignes d'intérêt. Avec ces espèces primitives, la Terre a des airs de jardin d'enfants planétaire, peuplé, hargneux et infantile à l'échelle galactique. Dans ce scénario fantaisiste qui va suivre, ces êtres venus d'ailleurs pourraient aussi nous apporter leurs connaissances scientifiques, probablement inimaginables. Qui sait? Pourtant, si une telle rencontre n'aurait pas une issue fatale non plus, ne serait-ce peut-être un jour maudit pour l'humanité? Mais pas d'inquiétude, tout cela n'est que de la pure fantaisie. Cela n'arrivera jamais, enfin. Normalement, en résulte le paradoxe de Fermi. Des extraterrestres au-delà de nos frontières, bienvenue dans la Voie lactée, notre environnement au quotidien. Notre Soleil est l'une des quelques dizaines de milliards d'étoiles de cette galaxie. L'univers est formé de milliards et de milliards de galaxies. Mais jusqu'où s'étend l'univers? Il est impossible de le mesurer en kilomètres, les valeurs n'auraient aucun sens. Dans l'espace, l'unité de mesure des distances est l'année-lumière, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en un an. Celle-ci voyage à quelques 300 000 km par seconde. Une année-lumière représente donc près de 900 milliards de kilomètres. La lumière met 100 000 ans à traverser la galaxie. Autrement dit, chaque fois que nous regardons les étoiles, nous remontons le temps. Tu peux trouver une vidéo qui parle de la vitesse de la lumière juste ici. Nous assistons donc à des événements qui se sont passés avant même que notre Terre existe. Avec un tel terrain de jeu intergalactique, on ne s'étonnera pas d'apprendre qu'il y a finalement plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et les déserts de la planète Terre. Les terriens ont-ils alors encore une chance d'être les seuls habitants de l'espace? Durant des millions d'années, nous avons cru que nous étions uniques, mais les scientifiques ont fait des découvertes surprenantes sur la Terre, le système solaire et l'espace plus lointain. Certains d'entre eux pensent que notre premier contact avec des extraterrestres pourrait avoir lieu dans quelques années. Mais alors, de quoi aura-t-il l'air? Il ou elle? Pourrons-nous distinguer les mâles des femelles? D'ailleurs, comment être sûr que nous avons déjà pas connu une rencontre du troisième type? Selon certains, nous avons eu dans le passé une visite d'extraterrestres. Depuis des millénaires, l'homme se demande s'il est le seul dans l'univers, ou si la vie a pu apparaître également ailleurs. Parmi les 200 milliards de planètes que compte l'univers, il est fort probable que les conditions de la vie ont été réunies à nouveau. Mais où? Et quelle forme étrange la vie a-t-elle pu adopter dans d'autres environnements? Deux idées reçues limitent cette théorie. D'abord parce que le cinéma ou la littérature de science-fiction ont toujours représenté les extraterrestres justement comme de la science-fiction. Et parce que scientifiquement, il serait impossible que des êtres puissent voyager à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Les ovnis avec des extraterrestres à leur bord venus visiter la Terre ne seraient issus que de l'imagination. Pourtant, les scientifiques qui étudient les astres et l'univers et les astronautes savent que l'espace est composé des éléments essentiels et indispensables à la vie. Aujourd'hui, trouver de la vie dans une zone non habitable est possible. L'existence d'autres êtres que les humains n'est donc pas impossible et serait même logique. L'exploration récente de la planète Mars montre qu'elle a été recouverte d'eau, élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. On est donc sûr aujourd'hui qu'il y a eu de la vie monocellulaire sur cette planète. Et nous savons également aujourd'hui que l'eau est toujours présente sur cette planète.
Mais aucune preuve factuelle n'existe à ce jour pour démontrer l'existence de vie extraterrestre. Et les ovnis sont souvent confondus avec des comètes, des étoiles ou encore des avions ultra rapides. OVNI signifie, évidemment, objet volant non identifié et non vaisseau spatial d'extraterrestres. Soyons néanmoins plus catégoriques et prenons l'exemple du tardigrade. En cas d'apocalypse, cette petite créature pourrait être la dernière survivante. Impact d'astéroïdes, étoiles explosives, rayonnement intense. Il existe toute une variété d'événements astronomiques qui pourraient mener à notre perte, sans parler de la destruction de tous les écosystèmes mondiaux. Mais il existe un animal qui se fiche royalement de tous ces détails. Le tardigrade. Le tardigrade est un animal microscopique connu pour sa résistance. Il serait en effet capable de survivre à toutes les apocalypses. Cet étrange animal boudiné à 8 pattes griffues ne paye pourtant pas de mine avec son demi-millimètre de longueur, mais pourrait survivre jusqu'à la mort du soleil. Le tardigrade peut donc espérer vivre encore pendant au moins 10 milliards d'années, soit bien plus longtemps que l'espèce humaine. Sur Terre, vous le retrouverez partout, du fond de l'océan au sommet de l'Himalaya en passant par votre jardin. La prochaine fois que vous sortirez les poubelles, ils seront probablement là à contempler votre faiblesse apparente. Facile pour cet indestructible. L'animal est en effet capable de survivre pendant 30 ans sans manger ni boire. Il peut endurer des températures extrêmes, allant de moins 72 degrés Celsius jusqu'à 150 degrés pendant quelques minutes. Il peut même vivre dans les profondeurs marines comme dans le vide glacial de l'espace. Autant dire que nous faisons pâle figure aux côtés du tardigrade. L'homme est une espèce très fragile. De petits changements dans notre environnement peuvent avoir des conséquences dramatiques pour nous. Il y a beaucoup d'espèces plus résistantes sur Terre. La vie est susceptible de se poursuivre bien après notre disparition. Les chercheurs ont en effet étudié les chances de survie du tardigrade en simulant diverses catastrophes. Ils ont passé tous les tests, ou presque. Ils ont considéré 3 types d'événements astronomiques qui pourraient éventuellement voir la fin d'un certain nombre d'espèces sur Terre. Un gigantesque impact d'astéroïdes, l'explosion d'une supernova et des rayons gamma. Seuls les astéroïdes vraiment massifs susceptibles de faire bouillir les océans pourraient menacer les tardigrades si l'on en croit l'étude. Pour élever la température des océans de notre planète au point de les faire bouillir, les chercheurs estiment qu'il faudrait un astéroïde d'une masse supérieure à 1,7 x 10 puissance 18 kg, percutant la Terre de plein fouet. Alors c'est quand même pas mal, hein. Il n'existe que 17 astéroïdes de cette taille dans notre entourage et aucun n'a pour le moment prévu de visiter notre planète. L'onde de choc produite par une supernova à moins de 0,1 année-lumière, ce qui correspond à 0,04 parsec, suffirait à faire évaporer les océans, certes, mais cet événement ne se produira probablement pas avant quelques milliards d'années. Concernant les rayons gamma, il faudrait que ceux-ci soient émis par une étoile située à moins de 45 années-lumière pour monter les océans à leur point d'ébullition, encore une fois un scénario très improbable. D'un autre côté, il est possible que des événements plus petits puissent déclencher des réactions en chaîne qui pourraient conduire lentement à d'autres événements désastreux. Vénus, par exemple, ne s'est pas transformée en enfer en une seule nuit. Les tardigrades survivront, bien sûr. Ils pourraient être tout seuls et éventuellement réduits à des corps momifiés étalés sur une roche stérile. Mais il n'y a pas de petite victoire, comme on dit. La résistance des tardigrades aux événements cosmiques semble en tout cas démontrer qu'une fois qu'elle a démarré, la vie est difficile à éliminer complètement. Ce constat nourrit l'espoir de trouver un jour de la vie ailleurs que sur notre planète. Il est possible qu'il y ait d'autres espèces résistantes ailleurs dans l'univers. À ce jour, ils sont aussi les seuls animaux connus pour être capables de survivre dans le vide spatial, mais ce n'est pas tout. Ils peuvent également survivre à d'énormes doses de rayons X. Alors que 500 rats suffisent à tuer un homme, le tardigrade peut en supporter jusqu'à 570 000 avant de mourir. Ils résistent également à un bon nombre de produits toxiques grâce à leur chimiobiose, une réponse immunitaire. Rester sans eau ni nourriture pendant plus de 30 ans, supporter des températures extrêmes, se déshydrater jusqu'à ne plus contenir que 3% d'eau, puis renaître une fois réhydraté. Survivre à des pressions très importantes jusqu'à 1200 atmosphères. Être congelé et revenir à la vie une fois décongelé, même après 2000 ans passés dans la glace. Ces formidables propriétés font que les chercheurs s'intéressent de près aux tardigrades. En comprenant les mécanismes de leur résistance, la science pourrait trouver des applications utiles pour l'espèce humaine. Par exemple, les tardigrades ayant été emmenés dans l'espace n'en sont pas revenus indemnes. Les rayonnements ultraviolets très intenses, 1000 fois ceux de la Terre,
ou à endommager leur ADN. Certains ont pourtant survécu en parvenant à réparer d'eux-mêmes leur ADN. Réussir à imiter ce procédé ouvrirait de nombreuses voies en médecine, notamment dans le traitement contre les cancers, qui tuent les cellules saines en même temps que les cellules cancéreuses. Alors qui sait, nous pourrons peut-être bientôt régénérer nos cellules à volonté. Et nous le devrons au tardigrade. Et cela est possible dans certains films de science-fiction à travers des machines prévues à cet effet, comme dans Passenger ou encore Elysium. Mais la réelle question qu'on doit se poser est que fait un tel animal sur Terre? Serait-il la preuve de la panspermie? Historiquement, la panspermie, c'est la théorie selon laquelle, dans l'univers, la vie se propageait dans les espaces interstellaires sous forme de germes, de spores ou de grains poussés par la pression de la lumière. Actuellement, certaines théories relatives à l'origine de la vie sur Terre font appel à un apport de molécules organiques par des météorites ou des comètes. Aussi, sous cette hypothèse, des météorites ou des comètes auraient apporté à la Terre les briques essentielles à la vie. Il faut donc faire la différence entre d'un côté la recherche de vie, donc d'une activité métabolique, de systèmes finis, et d'autre part des formes de vie intelligentes, communicantes et technologiques. C'est quelque chose de totalement différent. La science qui nous occupe tous les jours, ce n'est finalement même pas être dans la recherche de vie. C'est est-ce qu'elle pourrait exister ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conditions qui permettraient au système d'exister sur des lieux autres que la Terre pour faire de la vie? On en est encore très loin. Quand on a dit 1, c'est possible, 2, ça existe, et 3, cela mène obligatoirement vers une civilisation. Bon, une fois qu'on a passé tous ces passes-là, c'est le rôle de la science-fiction qui nous amuse. C'est merveilleux, mais avant ça, il faut franchir beaucoup de pas, qui ne sont d'ailleurs pas tous probables. Après, on fait de l'anthropomorphisme, et voilà. Ce n'est pas frustrant pour nous, loin de là. Cette imagination qui a débordé, c'est l'alimentation de l'imagination qui fait la science aussi. Il faut rêver. Moi, quand j'étais petit, je lisais des romans de science-fiction. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec la réalité de mon travail aujourd'hui, mais ça alimente une dynamique. Pour l'instant, nous sommes un, nous sommes seuls, nous sommes uniques. Dès qu'on trouvera un élément qui montrerait qu'il existe une vie extraterrestre, et je parle de vie microbienne, pourquoi pas, ce serait déjà une révolution. Parce que pour l'instant, nous sommes un, nous sommes seuls, nous sommes uniques. Et aucun élément ne permet de penser qu'il existe ou qu'il existe de façon perceptible autour de nous une forme de vie microbienne. C'est frustrant, mais c'est pour ça qu'on a vu Mars. Curiosity est en train d'arpenter Mars pour savoir si ça a été habitable à un moment donné. Ça va ramener des éléments martiens entre 2020 et 2030. Mais c'est extrêmement laborieux et fastidieux parce que c'est extrêmement cher, extrêmement difficile. Et si quelque chose venait nous voir, ce serait quand même vachement plus simple. Honnêtement, on ne confond pas le plaisir de regarder des choses surprenantes et intéressantes et la réalité du monde qui est beaucoup plus concrète, laborieuse et moins enthousiasmante vue de l'extérieur. Mais croyez-moi, quand Curiosity trouve un galet sur Mars, soit la preuve que l'eau a coulé pendant longtemps pour les scientifiques, c'est un grand pas en avant vers une possibilité d'existence de vie extraterrestre. Tous ces ouvrages de fiction servent surtout à décrire nos réactions vis-à-vis de ces entités inconnues. C'est aussi une réflexion sur nos comportements, nos sociétés. Et généralement, c'est pour dire qu'il vaudrait mieux s'unir sur Terre pour faire face à je ne sais quel danger, et ça montre souvent l'inanité des divisions entre nous. C'est surtout une réflexion sur l'état de notre planète. Les humains vont-ils entrer en contact avec des extraterrestres? Alors selon certains scientifiques, si les signaux des civilisations extraterrestres atteignent jamais la Terre, les aliens qui les auront émis seront plus probablement déjà morts. En résulte encore une fois le paradoxe de Fermi. Si la civilisation émet de l'autre côté de la galaxie, quand le signal arrive ici, la civilisation aura déjà disparu. Mais s'ils étaient proches, nous recherchons des planètes potentiellement habitables dans notre galaxie, peuplées de centaines de milliards d'étoiles. Il est possible aussi que des extraterrestres, s'ils existent, fassent de même. Alors, quels sont les mieux placés pour détecter la Terre? Depuis la première découverte d'une planète en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, au milieu des années 1990, l'être humain qui s'est lancé avec zèle dans la conquête d'autres mondes en a déjà débusqué plus de 3838. Je dis ça c'est le chiffre de novembre 2018. Mais ce chiffre n'est que temporaire, car des milliers d'autres candidats décelés par le satellite Kepler attendent encore d'être confirmés. Aujourd'hui, par exemple, on a envoyé le nouveau télescope TESS.
La technologie avançant, la recherche aussi, et ce n'est qu'un début, car notre galaxie compte des centaines de milliards d'étoiles, dont une majorité de naines rouges, ce qui laisse imaginer que les planètes soient aussi nombreuses. Parmi elles, combien de planètes rocheuses comme la Terre? Combien peuvent accueillir des formes de vie? Et si on filtre encore, combien abritent des civilisations technologiquement avancées? À ces questions posées depuis plus de 60 ans, nul n'a encore trouvé de réponse. Nous n'avons pas encore reçu le message ni fait de rencontre. Serions-nous seuls dans l'univers? Et si ce n'était pas le cas, où sont-ils donc? S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient peut-être déjà être chez nous. Où sont-ils donc? S'interrogeait Fermi en 1950. Qui sait? Il y a peut-être des extraterrestres à l'autre bout de la galaxie qui se posent les mêmes questions que nous. Si on admet que l'un ou plusieurs des mondes lointains que nous avons découverts soient habités, lequel ou lesquels est le mieux placé pour nous remarquer? C'est grâce à la méthode dite de transit, le passage d'une planète devant son étoile, que la chasse aux exoplanètes a été la plus prolifique. Alors, dans l'autre sens, où sont les extraterrestres potentiels qui pourraient nous observer en employant cette technique? Les planètes géantes proches de leur soleil sont les plus faciles à détecter, mais nul doute que les éventuels extraterrestres qui recherchent des amis, ou pire, des terres à habiter, à coloniser, sont plus intéressés de trouver des planètes rocheuses dans la région tempérée de l'étoile, où il fait ni trop chaud ni trop froid. Les chercheurs ont donc ratissé le ciel, traquant les régions à partir desquelles il serait possible de voir plus d'une planète de notre système solaire passer devant le Soleil. Parmi toutes les exoplanètes que nous connaissons déjà, l'équipe en a trouvé 68 qui seraient bien placées pour voir transiter une à plusieurs planètes du système solaire devant le Soleil. 9 d'entre elles pourraient voir passer notre planète, la Terre devant son étoile. Malheureusement, aucun de ces mondes n'est considéré comme habitable. Peut-être après tout d'autres planètes de leur système le sont. Mais encore une fois, la quête est loin d'être terminée. Ces chiffres sont ceux de 2017 et de nombreuses planètes habitables dans notre voisinage et plus lointaines restent à découvrir. Kepler, lui, a terminé sa traque en octobre 2018, faute de carburant. Heureusement, un nouveau chasseur d'exoplanètes est actif depuis l'été 2018. Le télescope spatial TESS, comme je vous l'ai cité avant, se concentre lui sur des étoiles relativement proches de la Terre. Son acuité va permettre aux chercheurs de débusquer des milliers de planètes, dont au moins une dizaine de terres. Statistiquement, l'équipe estime qu'il y aurait au moins 10 mondes lointains abritant la vie qui pourraient nous repérer dans la sombre et épaisse forêt galactique. Au passage, notons que, outre les marqueurs dans l'atmosphère trahissant la présence de vie sur Terre, par exemple l'ozone, les lumières artificielles qui recouvrent notre biosphère, la pollution lumineuse, n'a cesse de croître, pourrait achever de convaincre de lointains aliens de la présence d'une civilisation technologique, et vice-versa. Faut-il envoyer un message dans la direction des systèmes planétaires qui pourraient nous détecter? Pour le célèbre physicien Stephen Hawking, désormais parmi les étoiles, il vaudrait mieux éviter d'attirer l'attention d'éventuels envahisseurs. Alors selon vous, devons-nous attendre de recevoir un message ou une venue alien? Sont-ils pour vous une potentielle réalité ou de la pure science-fiction? Les règles de YouTube ont changé, tu peux donc, si tu le souhaites, commenter, liker et partager cette vidéo pour me favoriser un petit peu dans l'algorithme, ou carrément, si t'en as envie, me soutenir sur Tipeee. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du type le pourboire sur internet. Le principe est simple, de la même manière que tu pourrais donner 1 ou 2 euros à un musicien que tu apprécies dans un restaurant, tu peux aussi tiper un créateur que tu aimes pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, tu soutiens concrètement les créateurs qui le méritent et tu favorises les contenus de qualité en favorisant les créations pour ce qu'elles sont et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et tu contribues à faire d'Internet un espace de création
et d'indépendance. Statistique... Stat... Statiti... Statistiquement... Statitisme... Ah... Statistiquement... 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 C'est dur à dire. Statistique... Statistiquement... Statistiquement... Statistique... Statistique... Bon, allez.